Et puis nous allons commenter effectivement l'actualité politique. François Bayrou s'est exprimé hier, on a tenté de comprendre ce qu'il voulait dire. J'avoue qu'on cherche encore, mais on va essayer de comprendre ce qui se passe dans sa tête et dans ses mots. Éric Tegner est dans un instant notre invité spécial. Alors moi, ça m'a beaucoup amusé parce que c'est la première fois que je voyais un boomer critiquer les boomers. Parce qu'en attendant, François Bayrou, il est quand même à peu près dans cette génération-là. Oui. Il profite d'énormément d'avantages. Il n'a jamais travaillé dans le privé. Il vit sur l'argent public depuis près d'une quarantaine d'années. Quand il partira à la retraite, bon, certainement le 9 septembre, il aura beaucoup d'avantages qui vont lui être indus. Certainement des avantages dus au fait qu'il ait été Premier ministre pendant quelques mois, alors que lui-même pourra le dire, il n'aura rien fait. J'ai envie de lui proposer comme première mesure d'économie, c'est de déclarer au moment de sa démission qu'il refusera absolument tous les avantages. Au moins, ça fera quelques petites économies. Mais vous savez, en plus, c'est d'autant plus étonnant que François Bayrou, lors de ses réformes, n'a absolument pas abordé la question des retraites. C'est ça la démagogie. Et surtout, moi j'ai la sensation que François Bayrou ne comprend pas pourquoi il a été nommé Premier ministre. Il a été nommé Premier ministre pour être là, dans un cadre où il n'y avait pas de majorité, où il devait dialoguer avec les gens. Et là, il se comporte comme quelqu'un qui était arrivé pour légitimité. Vous êtes en train de me dire, Gabriel et Eric, en direct là, sur Europe 1, à 11h40, que vous avez entendu François Bayrou hier soir et il ne vous a pas du tout convaincu. Ah oui, je l'ai entendu, je l'ai pas forcément compris, j'ai pas été convaincu et je rejoins ce que dit Gabriel, il est simplement en train de chercher une porte de sortie, mais là où il se trompe, c'est qu'il croit vraiment que le 9 septembre, des gens vont aller dans la rue et vont dire il faut Bayrou 2027. Voilà, il faut Bayrou 2027. Je ne sais pas s'il est accompagné en ce moment d'une équipe de télévision pour faire un documentaire Netflix autour de lui ou s'il va sortir un livre au mois de janvier prochain, ce que font en règle générale les responsables politiques qui n'ont rien fait pendant 40 ans. Une fois qu'ils quittent leur poste à responsabilité, vous savez, ils vous expliquent ce qu'il fallait faire. Encore une fois, François Bayrou, depuis 2017, c'est lui qui a fait élire Emmanuel Macron. Bonjour Henri Guénaud, on va parler avec vous de la chute du gouvernement et de ce qu'elle révèle. Mais d'abord, une question. Faut-il quitter la France ? Non mais... D'abord, bonjour. Oui, bonjour. On se parle franchement, Ah non, mais moi, c'est une question que je ne peux même pas concevoir. Moi, arrêtez, vous faites semblant, non, pas du monsieur. tout. Pas du tout. Parce que j'y suis viscéralement, charnellement attaché. Voilà, c'est impensable. Alors, je pourrais partir en exil 2 ou 3 ans à Londres pour organiser la résistance. Bon, ça peut-être, mais quitter la France, ce serait me quitter moi-même. Enfin, donc vous êtes dans le Titanic qui coule et les résistants qui coulent avec le Titanic. Vous ne résistez pas en général, sauf quand vous faites la France libre pendant la Seconde Guerre mondiale, vous résistez pas en allant vous reposer en Floride, quoi. Je veux dire, c'est voilà. Donc, et puis regardez autour de vous, regardez les autres pays développés, les autres pays occidentaux, tous ceux qu'on nous a vendus comme qui avaient fait des politiques extraordinaires. Je me souviens par exemple de la Nouvelle-Zélande. Alors, la Nouvelle-Zélande, c'était le modèle de ce qu'il fallait faire. Aujourd'hui, la fuite des cerveaux, la fuite des citoyens vers d'autres pays, notamment l'Australie, en Nouvelle-Zélande, elle est devenue une préoccupation, une angoisse majeure pour ce pays, qui est un tout petit pays de 5 millions et quelques habitants. Vous me parlez de la Nouvelle-Zélande, parlons de l'Italie, parlons du Portugal, parlons de l'Espagne. Mais même le Portugal je suis sûr que vous avez des amis chefs d'entreprise qui vont s'installer en Italie. C'est pas une blague. Si. Non, Henri, vraiment, lorsqu'on parle autour de soi, on les entend, ces chefs d'entreprise, ou bien même des... Non, mais il y a une différence entre le chef d'entreprise qui cherche un endroit où il peut gagner le plus d'argent et puis le citoyen. J'en connais qui cherchent à mettre une petite papate à l'étranger parce qu'ils ont peur. Et la situation aujourd'hui fait peur et cristallise. Alors, qu'est-ce que révèle selon vous cette... La situation allemande vous fait envie, la situation anglaise vous fait envie. En Italie, excusez-moi, le PIB de l'Italie nous a dépassé. Donc, oui, mais ça, c'est tout ça. Il y a plein de chefs d'entreprise qui vont là-bas. Il y en a plein qui vont au Portugal. Non, pas tant que ça, non. Si. En Espagne, les charges sociales sont 2 fois moins élevées qu'en France pour les entreprises, par exemple. Les retraités vont partir en Espagne. Non, mais les retraités vont en Espagne parce qu'ils profitent des pensions qu'ils ont acquises en France pour aller vivre dans un pays où le niveau de vie est un peu moins élevé et le coût de la vie est un peu moins élevé. Bon, voilà, j'ai beaucoup de questions à vous poser, mais Didier en a une. Didier, il appelle de Metz. Bonjour Didier, vous êtes à la retraite bientôt, et vous ? Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez envie de répondre à ma question ? Voilà, je quitte la France. Je quitte la France. Au mois de novembre, je vais déjà au Vietnam pendant à peu près 1 mois pour préparer ma retraite. Parce que non, j'en ai absolument ras-le-bol de payer des taxes, de payer des impôts. Donc j'ai décidé de vendre ma demeure, alors que ça fait 30 ans que j'ai construit, que j'ai payé toutes mes taxes en France.
Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, Didier? Alors moi, je suis ingénieur en électricité, en maintenance industrielle. D'accord. Je suis responsable, d'accord, d'une entreprise dans la maintenance. J'ai travaillé au Luxembourg. Déjà dans les années où ils ont sorti le CG RDS au Luxembourg. Ils nous ont dit, d'accord, mes collègues à l'époque, ils nous ont dit en France, ça va être la révolution. Vous allez être dans la rue, vous allez pousser des gueulantes monumentales, ça va être la grève générale. Mais non, c'est passé. Didier, pourquoi vous avez choisi le Vietnam? Parce que c'est beaucoup moins cher, il n'y a pas de taxes, d'accord. La vie est beaucoup plus simple là-bas. Et vous êtes prêt à devenir un immigré là-bas, en fait? Ah oui, tout à fait. Pour fuir la situation catastrophique de la France. Alors moi, que ça change, parce que j'en ai absolument marre de payer pour moi, classe moyenne. Enfin, je gagne bien ma vie, d'accord. Je suis à plus de 5 000 €, d'accord, de revenus par mois. Mais vous êtes un super riche, hein. Non, je peux pas dire. En tout cas, vous faites partie de ceux qu'on a envie de taxer. Oui, mais je suis trop taxé. Je suis désolé, j'en ai marre de payer, d'accord, et derrière, je n'ai pas Et vous partez en famille seul, Didier, pardon? Non, je pars avec ma famille, avec ma femme. Mes enfants sont grands, d'accord. Maintenant, mes enfants, ils font leur vie, mais je pars avec ma femme. Alors, je vends ma demeure, d'accord, et je m'en vais, et j'achète au Vietnam. Là, on y va au mois de novembre, et je m'en vais. Alors, vous voyez, Henri Guénaud, merci Didier, vous voyez, Henri Guénaud, c'est ça, moi, c'est ce que j'entends. Et j'ai l'impression que personne n'en parle. Cette petite musique de « dès que je suis à la retraite, je quitte la France », cette petite musique de « je commence déjà à préparer ma sortie ». Pourquoi? Parce qu'on voit François Bayrou, là, notre Premier ministre, en train de dresser non seulement une situation catastrophique de la France, mais en plus pas de solution. La solution, c'est moi, je pars, votez pour moi ou je pars. Donc, qu'est-ce qu'elle révèle, vous, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy, cette chute du gouvernement? Bon, avant de ça, j'ai été aussi commissaire général au plan. Donc, voilà. Autant où il existait vraiment un commissariat du plan, et pas l'espèce de bidule qu'on a inventé une fois de plus pour faire qu'on a réinventé pour faire semblant avant de l'avoir détruit. C'est pour ça que votre regard m'intéresse beaucoup. Je veux dire, on va laisser de côté le problème de l'émigration massive vers le Vietnam de tous ceux qui en ont marre de payer des impôts en France. Oui, non, mais ne tournez pas en ridicule notre petit Didier en ligne. Non, c'est pas ça. Elle est pas massive, mais on entend beaucoup trouver des gens qui vont effectivement aller au Maroc, d'autres en Espagne, d'autres. Enfin, ils sont de plus en plus nombreux, j'ai l'impression. L'émigration massive des Français, là, elle est avérée par aucun chiffre. Il faut arrêter. Il y a des gens qui s'en vont, très bien. Il dit, sauf si ça change, mais que faisons-nous pour que ça change? Voilà, si chacun se dit, en tout cas ceux qui pourraient avoir une influence sur le cours des choses, se disent bon tant pis, je m'en vais, très bien, ça va pas changer, et qu'ils s'en aillent. Voilà, mais la question est quand même que de savoir pourquoi nous avons accepté tout ce qui s'est passé depuis, tout ce qui a été décidé depuis une quarantaine, une cinquantaine d'années, finalement sans rien faire. Enfin, c'est qui nous avons accepté. Alors vous me parlez de François Bayrou, là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Vous savez, vous disiez tout à l'heure, qu'est-ce que révèle la crise actuelle? Elle révèle le dangereux naufrage des politiciens. Voilà, c'est-à-dire que nous vivons dans un système où il n'y a plus d'hommes d'État ou de femmes d'État, il n'y a plus que des politiciens. Et ces politiciens sont en plein naufrage, comme d'ailleurs dans toutes les crises graves que nous traversons notre pays, ou n'importe quel autre pays. Voilà, c'est-à-dire que quelle est la différence entre un homme d'État et un politicien? Vous savez, le politicien d'aujourd'hui, et ce que j'entends quand j'entends si les ministres, voire le Premier ministre, hélas, ou le Président de la République, ce qui me frappe, c'est l'impudence. Ce qui me frappe, c'est l'inconséquence. Ce qui me frappe, c'est l'incompétence. Ce qui me frappe, c'est l'irresponsabilité. Alors, quand on voit un gouvernement qui est en train de forger lui-même du gouvernement, une crise. Parce que c'est ça. Si vous voulez, si vous venez sur la... Oui, il organise lui-même la stabilité. Il organise la crise. Il la nourrit.
C'est avant la dissolution, la France avait certes un problème de dette, mais il faut quand même le remettre à sa place, hein, le problème de la dette. La dette, on me dit, ah ben oui, mais vous rendez, on paye des intérêts. Les intérêts, aujourd'hui, de la dette, c'est 2% du PIB. Hein. Au début des années 2000, c'était 3% du PIB. Voilà. Et dans l'histoire, on est monté bien plus haut. Qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire en termes le service de la dette par rapport à la totale des dépenses publiques, c'est un des plus faibles de l'histoire sur 2 siècles. Voilà, c'est-à-dire qu'on est descendu il y a quelques années un peu plus bas, mais c'est vraiment on est dans les eaux les plus basses. N'hésitez pas à nous appeler. Il faut dire que c'est poser des questions à Henri Guénaud sur Europe 1. Voilà, c'est préoccupant, mais il y a aucune raison d'affoler tout le monde. Bon, ce qui a fait d'ailleurs la dette. Tous les gens qui prêtent à la France savaient très bien qu'on avait 3 300 milliards de dettes. Bon, personne ne pensait que la France était au bord du défaut de paiement. Vous étiez conseiller Nicolas Sarkozy lorsque François Fillon disait qu'on était dans un état faillite. Oui, ben la preuve, c'était en 2008. Hein. Oui. On a fait faillite. Près de 20 ans plus tard. Voilà, on a fait faillite. On n'est pas loin. Et on était... Ah bon ? Alors, vous êtes optimiste, en fait. Mais je suis pas optimiste. Je regarde franchement, je regarde les chiffres. Écoutez, d'ailleurs, tous les gens qui Donc vous êtes en train de nous dire qu'il nous fait du catastrophisme, François Bayrou. Mais c'est pas du catastrophisme, c'est la dramatisation, la politique de la peur. Hein, voilà. Et donc, qu'est-ce qui a fait monter les taux ? Ce qui a fait monter les taux, la prime de risque, c'est le risque politique, c'est le désordre politique et l'incertitude politique qu'a introduit le président de la République qu'a créé le président de la République en décidant la dissolution. Et puis c'est tous les discours qui sont devenus fous, quoi. Quand on voit un ministre des Finances, même s'il rétropédale quelques heures après, vous expliquer que on est au bord de la mise sous tutelle du FMI, on se pince. Tout ça est un mensonge. Alors soit c'est de l'incompétence, en disant l'inverse l'après-midi. Soit c'est, mais oui, parce que ça a de l'effet. C'est-à-dire, ça conduit à ruiner la confiance des marchés dans la signature de la France. Il y a 2 choses qui la ruinent aujourd'hui. L'instabilité politique qui nourrissent tous. On n'avait pas besoin de faire un 49.3 du temps de Michel Barnier pour faire passer le budget. Le budget était rejeté, on remettait le chantier sur le tapis. Henri Guénaud est avec nous. Vous vous rendez compte de ce qu'on fait avec la question de confiance? On met tout le monde au pied du mur. Non, le Rassemblement national ne peut pas voter la confiance. Non, le Parti socialiste ne peut pas voter la confiance. Ils ont des électeurs et leurs électeurs n'en veulent pas. Et ça voudrait dire, quels que soient les arguments, la rhétorique employée par le Premier ministre et son gouvernement, voter la confiance voudrait dire que vous approuvez sa politique, que vous approuvez ses propositions. Bon, c'est pas possible. Et je ne comprends même pas que je sens que vous êtes motivé. Je ne comprends même pas que les Républicains puissent dire je vais voter la confiance. Quant aux Républicains, on en parlera dans un instant puisque c'est aussi votre ancienne famille politique. Je rappelle que vous n'êtes pas décompté en temps de parole. J'ai envie d'avoir votre avis là-dessus. Merci beaucoup Didier pour votre témoignage. Vous disiez que vous partez bientôt à la retraite et que vous allez partir au Vietnam. On a Brice, 41 ans, qui nous appelle de La Rochelle et qui dit voilà, c'est terrible qu'on en soit arrivé à cette possibilité. Brice, est-ce que vous entendez ce que dit Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy notamment, sur ce constat? Et il est en train de dire qu'on est en train d'agiter les peurs, que François Bayrou agite les peurs. Vous êtes d'accord avec lui? Écoutez, je l'écoutais attentivement à l'instant. Alors bonjour à tous. Bonjour. Je suis surpris qu'il soit si positif malgré tout. Ça fait quand même du bien à entendre, mais bon, je trouve que c'est un petit peu béat. Moi, je suis pas positif. Attendez, je peux vous interrompre une chose. Je suis pas du tout positif. Je pense que la situation de la France est très grave, mais c'est la situation de son économie, de sa société. C'est pas la situation budgétaire qui est grave. La situation budgétaire n'est que le reflet de la gravité de la situation économique et sociale.